Jeudi 16 avril 2020. Sur le vif, le balado du CRIMIS, épisode 2. Échange spontané en contexte de crise sociale et sanitaire avec Marie-Ève Goyer, médecin de famille et praticienne chercheure au CRIMIS, CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Vous êtes médecin de famille, vous travaillez depuis longtemps avec des personnes en situation de grande vulnérabilité. Vous êtes derrière le projet de transformation de l'hôpital Royal Victoria en refuge pour les personnes en situation d'instabilité résidentielle ou qui sont à la rue. Comment vous en êtes arrivé à un tel projet? Si vous pouvez nous en parler un peu. Quand on a vu l'épidémie commencer à gagner du terrain, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va arriver à nos personnes sans domicile quand on va leur dire « va t'isoler à domicile ». Encore faut-il avoir un endroit pour s'isoler. Vous ne pouvez plus être dans le métro, vous ne pouvez plus être dans des endroits communs. On ferme les banques alimentaires, on ferme les centres de jour, on ferme les refuges, mais vous ne devez pas être dans l'espace public. Donc, c'était évident qu'il allait avoir quelque chose là. Et rapidement, puis on a eu la chance vraiment d'être dans un CIUS qui est quand même sensibilisé aux réalités des populations vulnérables. Rapidement, on a levé la main, puis on a dit, il faut avoir des alternatives pour ces personnes-là, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont être poussées vers les centres hospitaliers. Et on voyait venir que les centres hospitaliers allaient être débordés. Il fallait d'abord réduire le nombre de personnes en refuge. À Montréal, on a des concentrations en refuge qui peuvent aller jusqu'à 200, 300 personnes. Et après ça, le service régional, lui, s'est positionné justement dans soutenir le déploiement dans les hôtels, mais aussi l'attente de résultats. Quand on se fait dépister pour la COVID-19, ça prend à peu près 24-48 heures avant d'avoir le résultat, mais à ce moment-là, on doit aussi être en confinement. Donc, autrement dit, on a créé une nouvelle offre de services complète qui s'appelle une unité d'isolement pour personnes en situation d'itinérance atteintes de la COVID-19 ou devant s'isoler. Et donc, on a des gens qui sont positifs en très, très grande majorité, mais on aide aussi les gens qui sont dans les hôtels quand ça se passe pas bien parce que justement, exemple, la personne tombe en sevrage ou elle a des troubles de comportement. Ça se passe étonnamment très bien. On a fait vraiment attention pour essayer de se positionner plutôt comme un milieu de vie que comme on n'est pas un hôpital, on n'a pas la plateforme hospitalière non plus. Donc, on est dans une espèce de milieu de vie psychosocial pendant 14 jours et plus. Et on a essayé de prévoir le plus de choses pour que ça soit pas vécu comme une contrainte. Comme on a la chance, en guillemets, d'avoir que des personnes qui sont contaminées, mais il n'y a pas de danger qu'elles se contaminent entre elles. Donc, en commençant avec cet a priori-là, on a essayé de leur donner le plus de liberté. Donc, il y a des salons communs, ils peuvent sortir fumer, il y a des animations, une télévision. On a eu un don de la Fondation du CIUS aussi pour acheter des livres, divers trucs pour remplir un peu ces journées-là de confinement qui, comme tout le monde le sait, sont parfois un peu longues, pas juste pour les personnes en situation d'itinérance. On a un partenariat pour les animaux, donc on est capable aussi d'héberger les animaux chez notre partenaire de façon temporaire pendant le séjour de la personne. On a fait des partenariats avec nos centres locaux d'emploi pour que les chèques puissent être envoyés chez nous. Donc, on essaie de voir venir les principaux besoins des personnes qui allaient être chez nous, puis justement pour éviter qu'ils deviennent stressés, en tension, puis qu'ils puissent vivre le confinement le mieux possible, finalement. En ayant une équipe spécialisée, les gens n'ont pas à tomber en sevrage ou n'ont pas à souffrir du manque de substances. Tout ça, on est capable de gérer ça, puis on a l'expertise pour le faire. Ça enlève tellement de pression. Ça fait que les gens, même quand on leur explique, on a même développé une façon de faire où quand quelqu'un est pressenti pour s'en venir chez nous, on l'appelle, puis on lui parle de comment ça va se passer, puis ça abaisse toutes les appréhensions. Puis c'est vraiment chouette de voir les gens dire « Ah! Bon, mais si c'est ça, j'y vais! » Qu'est-ce que la crise peut nous apprendre, soit sur nos pratiques professionnelles ou sur nous, socialement? Notre clientèle, autrefois précarisée, se retrouve dans un état ultra précaire.
Je pense notamment aux gens en situation d'itinérance, mais aussi aux gens qui ont des problèmes de consommation, travailleuses du sexe, des gens avec des graves problèmes de santé mentale. Je pense que d'entrée de jeu, ce qu'il faut dire, c'est que la COVID a augmenté la précarité de ces gens-là. C'est comme si on n'a pas pensé, on n'a pas vu venir ce que ça voulait dire pour quelqu'un qui est très, très pauvre ou qui est en situation de grande précarité, de dire, ben, on prend plus l'argent cash, vous pouvez plus quitter, vous pouvez plus promener comme vous voulez, beaucoup moins d'accès à de l'argent, au travail du sexe, à des revenus divers. Puis l'autre chose qui est triste aussi, c'est que ben on voit des nouvelles personnes arriver en situation de précarité qui ont perdu leur emploi, qui avaient déjà des revenus limites. Et là, avec tout ce qui s'est passé puis tous les changements, ben on a même un nouveau bassin. Donc, on a une nouvelle itinérance ou on a une nouvelle fréquentation des banques alimentaires qu'on n'avait pas. Donc ça, c'est le portrait un peu noir, malheureusement, mais il faut quand même le dire, je pense. Ce que la situation actuelle, je trouve, de la COVID démontre, c'est que les inégalités sociales qui étaient là avant sont mises en évidence. Où on se bat à tous les jours pour dire que c'est pas normal qu'on laisse des gens dans la rue. C'est pas normal que, comme société, on accepte que des gens avec des graves problèmes de santé mentale, de santé physique, des gens qui devraient être dans des CHSLD, qui ont des conditions de santé, qui sont des personnes âgées, on prend la décision, entre guillemets, là, comme société, de laisser ces gens-là à la rue et que du jour au lendemain, quand ces gens-là deviennent potentiellement une menace pour nous, parce qu'ils seraient contagieux, parce qu'ils ne peuvent pas s'isoler, bien là, l'itinérance est soudainement inacceptable. C'est difficile et en même temps, c'est une opportunité en or de déployer des choses que ça fait des années qu'on essaye de déployer, puis c'est comme ça qu'on essaie de le voir. Enfin, on veut donner des logements, enfin, on se mobilise avec réquisitionner des hôtels. Enfin, ces clientèles-là sont reconnues prioritaires étant donné leur extrême vulnérabilité pour l'offre de soins et de services. Donc, on choisit de le voir positivement, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je suis une franche défenseresse et adepte de la philosophie de la réduction des méfaits. C'est basé sur deux grandes valeurs qui est l'humanisme et le pragmatisme. Reconnaître que tout être humain a droit à la santé, aux besoins de base. Mais aujourd'hui, ce qui nous saute au visage, c'est que même si vous n'avez pas de grande sentimentalité quand vous voyez quelqu'un en situation d'itinérance, bien, si on le prend juste du volet pragmatique comme société, on se rend compte dans ce genre d'épidémie-là, puis c'est la même histoire qui est arrivée avec le VIH, c'est qu'on gagne toujours à protéger nos populations les plus vulnérables. Quand on fait le choix comme société de ne pas investir, de ne pas reconnaître le travail qui est fait auprès de ces populations-là, on paye la note. On paye la note. De toutes les façons, il faut le faire. Est-ce que ce qui se passe à l'intérieur au Royal Vic peut, dans le fond, inspirer certaines des transformations des pratiques à l'extérieur? Ben, deux choses. La première, c'est que je pense que comme on a été un peu les premiers, ben les gens viennent vers nous beaucoup pour avoir des conseils puis voir venir les plus grands enjeux. Si bien même qu'on est en train de déployer là une équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance puis en itinérance pour tout le COVID-19. Cette équipe-là va être logée là à même le CIUS Centre-Sud, puis il va avoir un peu cette vocation-là de transmettre les bons coups, de soutenir les gens pour qu'ils voient venir les enjeux, pour pas qu'ils aient à toujours réinventer la roue ou à faire les mêmes erreurs que nous. On a essayé tout de suite de se mettre en mode de transmission des connaissances. À Montréal, le bassin est tellement plus grand qu'on les a toutes, là, ces situations-là, au même endroit. Après, ce que je trouve aussi qui risque d'arriver, c'est qu'on se rend compte que là, on se permet un petit peu plus de créativité que ce qu'on est capable de faire habituellement dans le réseau de la santé, puis on se rend compte que ça marche. Il faut pas qu'on revienne en arrière jamais. L'itinérance est maintenant inacceptable, mais elle a toujours été. Il faut que ça le reste, puis il faut qu'on continue
d'investir autant d'énergie puis de travailler aussi fort pour prendre soin de ces personnes-là, puis de faire en sorte qu'il n'y en ait plus d'itinérance dans le meilleur des mondes. Pour terminer, qu'est-ce qui vous inspire pour, dans le fond, rester ancré et avancer là-dedans? Je dois admettre que j'ai toujours été quelqu'un qui a été très sensible à l'art sous toutes ses formes, mais qu'au quotidien, c'est pas quelque chose qui est tant présent dans ma vie pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, mais c'est quelque chose qui s'est imposé à moi en temps de COVID comme je n'avais pas eu depuis, je dirais, ma foi, 20 ans. Je souhaiterais vous faire quelques suggestions. Il y a un très beau morceau qui a été partagé par plusieurs sur Facebook de la pianiste Alexandra Streliski, qui est Burnout Fugue, et qui a été fait pour quasiment pour le réseau de la santé, qui est magnifique. J'invite aussi les gens à réécouter la version de Sophie Unger, Le vent nous portera. À l'écouter avec la vision COVID, là, il y a plein de pièces qui prennent une autre signification totalement. J'ai relu même Miron récemment et ça m'aide beaucoup en ce moment, en tout cas, bizarrement.